3 jours après ma césarienne, je nourrissais mon fils quand ma famille a fait l'éruption dans ma chambre d'hôpital. Papa a jeté des papiers sur mes genoux et a exigé que je renonce au fonds fiduciaire de 12 millions de dollars. Quand j'ai refusé, il m'a saisi les cheveux et m'a violemment tiré hors du lit. Mon bébé a commencé à crier. Il pensait avoir gagné. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Et le lendemain matin, leur vie était devenue un cauchemar. Je saignais encore d'une chirurgie d'urgence, tenant mon fils de 3 jours contre ma poitrine pour le nourrir, lorsque ma famille biologique m'a piégé dans ma propre suite de maternité. Mon père a jeté des documents légaux sur mes genoux, exigeant une signature qui volerait tout l'avenir de mon fils. Quand j'ai refusé, il m'a soudainement attrapé par les cheveux et m'a traîné à travers le lit. Alors que mon bébé continuait de crier, il a donné à mon corps un choc violent. Et puis, ce qui s'est passé ensuite était absolument incroyable. Avant de me lancer dans l'histoire, vous savez tous que j'aime savoir d'où vous regardez. Quelle heure il est chez vous? Mais aujourd'hui, j'ai une question plus profonde. Pour vous, avez-vous déjà été complètement trahi par votre propre sang? Ou croyez-vous que la famille est toujours loyale? Indiquez votre localisation. L'heure est un oui ou un non dans les commentaires dès maintenant. Je m'appelle Chloé, pendant 30 ans, j'ai été la fille qui baissait la tête, souriait malgré les affronts et essayait désespérément d'acheter l'amour d'une famille qui ne valorisait les gens qu'avec un prix. Ayant grandi dans l'ombre des vieilles fortunes de Boston, Massachusetts, on m'a appris que les apparences étaient tout. Mon père, Richard, disait toujours que la réputation d'une famille s'écrivait dans les biens qu'elle possédait, pas dans l'affection qu'elle montrait. J'avais l'habitude de penser que si je travaillais assez dur, si je réussissais suffisamment par moi-même, il me regarderait enfin de la même manière qu'il regardait mon frère aîné, maçon. J'ai consacré ma vie à devenir architecte d'intérieur. J'ai bâti une carrière à partir de rien, travaillant 80 heures par semaine à concevoir des espaces de luxe pour des personnes qui avaient le genre de richesse que mon père vénérait. Mais mes réalisations étaient toujours traitées comme un bruit de fond à table. Quand j'ai rencontré Liam, tout a changé. Liam ne se souciait pas des portfolios d'entreprise ou du prestige de la vieille richesse. C'est un professeur d'histoire au lycée, un homme qui mesure ses journées par les enfants qu'il aide et la gentillesse tranquille qu'il apporte au monde. Quand nous nous sommes mariés, ma famille a traité notre mariage comme des funérailles. Ma mère, Eleanor, portait même du noir, chuchotant à ses amis que je me contentais d'un homme avec un salaire de fonctionnaire. Mais la vérité, c'est que j'avais touché le gros lot avec Liam. Pour la première fois de ma vie, j'ai su ce que la vraie sécurité ressentait. Et cela ne s'est pas arrêté avec lui. Ses parents, Suzanne et Thomas, m'ont accueilli dans leur vie à bras ouverts et sans aucune attente. Thomas, un avocat d'entreprise à la retraite, avec un esprit vif et une âme douce, m'a traité avec plus de respect. Lors de notre premier dîner ensemble que mon père ne l'avait fait en 3 décennies. Pendant 3 ans, Liam et moi avons vécu dans une confortable maison de ville en briques, baignée de soleil, économisant notre argent, complètement contents dans notre petit monde. Je croyais sincèrement qu'en me distanciant de l'obsession toxique de ma famille pour la richesse, j'avais échappé à leur emprise. Je pensais que la naissance de mon premier enfant serait un pont, un moment où même mes parents froids et calculateurs verraient la beauté de la nouvelle vie et mettraient leur avidité de côté. J'avais complètement, absolument tort. Pour comprendre pourquoi ma famille s'est transformée en monstre, vous devez comprendre le fonds fiduciaire forestier de 12 millions de dollars. C'était une fortune massive mise en place par mon défunt grand-père, un magnate de l'immobilier impitoyable qui ne faisait pas confiance à ses propres enfants. Il savait que mon père, Richard, était un dépensier superficiel, et il savait que mon frère, Mason, était paresseux. Ainsi, dans son testament, grand-père a enfermé le cœur de la fortune familiale dans un trust légal hermétique. La condition qu'il a fixée était entièrement
Désuète, archaïque et cruelle. L'intégralité des 12 millions de dollars, ainsi que le contrôle des principales parts de vote de la société immobilière familiale, serait automatiquement transféré à la première mère biologique du petit-fils de la prochaine génération. Pendant cette longue année, mon frère Mason et sa femme, Harper, ont tenté de réclamer ce prix. Harper était une femme profondément insécure, narcissique, qui portait des marques de créateur comme une armure et me regardait avec un mépris total parce que je travaillais pour gagner ma vie. Elle voulait ses 12 millions de dollars plus que l'air qu'elle respirait, mais elle était complètement infertile. Mes parents ont dépensé des centaines de milliers de dollars des comptes d'exploitation décroissants de l'entreprise pour des traitements de FIVO2 gamme, faisant voler Harper vers des cliniques d'élite de New York à Londres. Chaque cycle raté rendait la maison familiale plus toxique. Pendant ces 7 années, j'ai été traité comme la police d'assurance personnelle et le distributeur automatique de la famille. Chaque fois que l'entreprise manquait de liquidité à cause des factures médicales de Harper ou des tentatives désespérées de mon père de maintenir une image de classe supérieure, il se tournait vers moi. « Chloé, nous avons besoin que tu co-signes ce pré-relais », exigeait Richard, sans même demander comment allait ma firme d'architecture. « Chloé, laisse Mason utiliser ta ligne de crédit professionnel pour ses rénovations de bureaux. La famille s'entraide. J'ai donné de mon temps, de ma cote de crédit et de ma tranquillité d'esprit, espérant toujours que mes sacrifices me feraient une place à leur table. Ma mère, Eleanor, me rappelait constamment ma place. Lors des dîners du dimanche, elle me dépassait du regard et tapotait la main de Harper, en disant « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Quand tu nous donneras notre garçon, toute cette famille sera enfin en sécurité. » J'étais juste la fille de second plan, celle mariée à un pauvre instituteur. Celle dont l'avenir n'avait pas d'importance parce que je ne pouvais pas fournir l'héritier mâle dont mon père avait besoin pour débloquer les millions de mon grand-père. Puis l'impensable s'est produit. Après des années à m'entendre dire que je me concentrais trop sur ma carrière, Liam et moi avons découvert que nous attendions un enfant. Ce n'était pas planifié. Ce n'était pas une stratégie d'entreprise calculée. C'était un miracle. Et lors de notre échographie de 12 semaines, le médecin a regardé l'écran, a souri et a dit « C'est un garçon ». Je n'ai même pas pensé. Au fond fiduciaire. J'étais juste extatiquement heureuse d'être mère. Mais au moment où la nouvelle a filtré jusqu'à ma famille, l'atmosphère est passée de la négligence froide à une paranoïa étouffante. Harper a complètement cessé de me parler. Mason ne me regardait pas dans les yeux. Mon père a soudainement commencé à m'appeler 3 fois par jour, faisant semblant de se soucier de mes vitamines prénatales, mais orientant toujours subtilement la conversation vers le testament de mon grand-père. « Tu sais, Chloé, disait-il, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. Ce vieux fonds fiduciaire est compliqué. Une fille comme toi, mariée à un professeur, ne saurait pas gérer ce genre de responsabilité d'entreprise. Nous devrons régler des formalités avant l'arrivée du bébé. » J'ai balayé ça, trop fatigué par ma grossesse pour réaliser que ma propre chair et mon sang regardaient mon ventre qui grossissait, non pas comme un petit enfant, mais comme un obstacle de plusieurs millions de dollars qui devait être neutralisé. L'accouchement fut un cauchemar. Le rythme cardiaque de mon fils a chuté brusquement, lors d'une baisse terrifiante de ma tension artérielle, et les médecins de l'hôpital général de Boston ont dû me précipiter en césarienne d'urgence. Quand je me suis finalement réveillé de la forte sédation, frissonnant sous les fines couvertures de l'hôpital, la douleur atroce sur le bas de mon abdomen était comme un fer brûlant. Mais au moment où l'infirmière a placé mon magnifique bébé de 3 kilos dans mes bras, la douleur s'est estompée en un statique. Liam et moi avons pleuré des larmes d'épuisement et de soulagement pur. Nous l'avons nommé Noah. Au 3e matin, la réalité du fonds fiduciaire de grand-père a frappé l'équipe juridique de la société immobilière.
Une notification formelle a été déclenchée automatiquement par les responsables de la succession, m'identifiant comme le principal bénéficiaire de la fortune de 12 millions de dollars. J'étais toujours piégé dans mon lit, attaché à un poteau intraveineux et à un cathéter urinaire, à peine capable de m'asseoir sans halter. Vers 14 heures. Liam m'a embrassé le front. Je descends au bureau administratif du rez-de-chaussée, ma chérie, a-t-il murmuré. La compagnie d'assurance refuse de couvrir la chirurgie d'urgence. Je dois régler ça avant que nous soyons libérés demain. Vas-y. J'ai souri faiblement. Noah et moi serons là. 10 minutes après le départ de Liam. La lourde porte en bois de ma suite de maternité privée s'est ouverte. Je m'attendais à une infirmière avec mes analgésiques. Au lieu de cela, mon père, Richard, est entré. Derrière lui venait ma mère, Eleanor, mon frère, Mason, et sa femme, Harper. La pièce est devenue instantanément suffocante. Le visage de Harper était tordu. En un masque de venin pur et non frelaté alors qu'elle fixait le berceau en plastique où Noah dormait. « Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici » ai-je demandé, ma voix rauque. Les heures de visite ne commencent qu'à. Arrête la comédie, Chloé, a claqué Richard, sortant une épaisse pile de documents juridiques de sa mallette en cuir de marque. Il les a jetés sur mes genoux, juste sur mon incision bandée et douloureuse. Nous n'avons pas le temps pour les politesses. Ton mari est en bas, et nous devons régler ça tout de suite. J'ai regardé en bas. Les lettres en gras en haut de la page disaient « Renonciation révocable au trust, à la propriété et cession de droit ». Qu'est-ce que c'est, ai-je chuchoté, mon cœur commençant à marteler contre mes côtes. C'est ton billet de sortie, a ricané Mason, s'approchant du lit. Tu vas me céder ses droits. Harper et moi sommes ceux qui gèrent l'image de la famille. Tu es marié à un enseignant du secteur public, Chloé. Qu'est-ce que tu vas faire? D'un empire immobilier? Le donner à un gars qui conduit une vieille Honda. Cela appartient à mon fils, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. J'ai serré Noah plus près de ma poitrine alors qu'il commençait à gigoter. Grand-père a laissé cela à la mère du premier petit-fils. Noah est ce petit-fils. Je ne signerai pas ça. Petite garce égoïste, a crié Harper. Sa façade se fissurant complètement. J'ai passé 7 ans à détruire mon corps. Avec des hormones pour cet argent. Tu penses que tu peux juste pondre un enfant naturellement et voler ma vie? Eleanor, surveille la porte, a ordonné. Richard froidement. Ma mère a immédiatement reculé dans la petite entrée, tournant le dos à la pièce, regardant à travers la vitre dans le couloir pour servir de guetteur. Richard s'est penché sur mon lit, son souffle sentant le café cher et les cigares éventés. Écoute-moi, Chloé. Si tu ne signes pas ça tout de suite, je licencierai personnellement ta firme d'architecture de tous les projets de développement que notre entreprise contrôle à Boston. Je ruinerai ton crédit. Je reprendrai tout ce que nous t'avons jamais donné. Non, ai-je haleté, les larmes coulant enfin sur mes joues. Sortez de ma chambre. Infirmière. À l'aide. Avant que je puisse crier une deuxième fois, la main de Richard a jailli. Il m'a attrapé une poignée de cheveux à l'arrière de ma tête et m'a violemment tiré vers l'avant. Le mouvement brutal et soudain a arraché la ligne intraveineuse de mon bras gauche, projetant un jet de sang sur les draps blancs. Tu te crois maligne? Siffla Richard, me traînant le haut du corps hors du matelas. L'agonie physique était aveuglante. J'ai senti les lourdes agrafes chirurgicales de mon bas-ventre s'ouvrir largement sous l'immense tension. J'ai poussé un hurlement déchirant alors que j'étais poussé du bord du lit, m'effondrant sur le sol dur et froid carrelé. Le berceau de Noah a basculé violemment sous l'impact alors que je tombais contre lui. Mon bébé s'est réveillé, poussant un cri perçant et terrifié. Je suis resté là, saignant à travers ma robe, serrant mon estomac déchiré tandis que Harper ramassait
froidement le stylo légal du sol et me le lançait au visage. Signe, ou nous prendrons le bébé ensuite, menaça Mason, enjambant mes jambes. C'est alors que le bruit d'un lourd chariot métallique roulant dans le couloir résonna à l'extérieur. Eleanor paniqua. Quelqu'un arrive. Richard? Arrête. Nous devons partir. Richard me fixa, remettant les papiers non signés dans sa mallette. Ce n'est pas fini, Chloé, murmura-t-il, sa voix mortellement calme. Tu joues sale, nous jouons encore plus sale. Ils se sont retournés et ont sprinté par la sortie secondaire juste au moment où une infirmière ouvrait la porte principale. Quand Liam est entré dans la pièce quelques secondes plus tard, il m'a trouvé allongé sur le sol carrelé éclaboussé de sang, convulsant de douleur, tandis que 3 infirmières essayaient d'appliquer une pression sur mon incision rompue. Noah criait si fort que son petit visage était devenu bleu. Je me souviens de la terreur absolue dans les yeux de Liam, de la façon dont sa voix s'est brisée. Alors qu'il appelait l'équipe chirurgicale d'urgence. Ils m'ont ramené en salle d'opération pour recoudre mon abdomen. Et pendant 4 heures sous les lumières chirurgicales vives, ma peur a complètement disparu. Le lendemain matin, l'administration de l'hôpital a appelé le département de police de Boston, mais ma famille avait déjà construit son mur défensif. Car il n'y avait pas de caméra de sécurité à l'intérieur d'une suite de maternité privée. Mon père avait fait signer à Mason, Harper et ma mère, Eleanor, des déclarations concordantes affirmant que j'avais eu un vertige post-accouchement. Et que j'étais tombé en essayant de porter Noah. Le policier me regarda avec pitié, ne voulant clairement pas s'immiscer dans une dispute de vieille famille sans preuve vidéo. Alors que j'étais allongé là. Mon téléphone vibra sur la table de chevet. C'était un texto de Richard. La police ne t'aidera pas, Chloé. Signe la renonciation ou nos avocats d'entreprise t'emprisonneront dans des disputes de garde et de confiance jusqu'à ce que tu sois complètement ruiné. Choisis judicieusement. Je fixai l'écran et quelque chose en moi se brisa. Les pleurs cessèrent. Le désespoir d'obtenir l'approbation de mes parents, le désir d'être accepté par mon frère. Tout s'évapora dans une rage froide et calculée. Je regardai Liam, qui tenait Noah avec une poigne protectrice et farouche. Et puis je regardai mon beau-père, Thomas, qui était assis dans le fauteuil du coin avec un bloc-notes juridique sur les genoux. Thomas, dis-je, ma voix complètement dénuée d'émotion. Mon père peut-il légalement utiliser l'argent du trust pour me combattre en justice? Thomas ajusta ses lunettes, un sourire aiguisé et dangereux effleurant ses lèvres. Pas si vous prenez officiellement le contrôle du trust en premier, Chloé. Selon le cadre de votre grand-père, au moment où vous fournissez un acte de naissance certifié d'un héritier mâle, vous n'êtes pas seulement une bénéficiaire. Vous devenez l'administrateur gérant. Vous détenez les parts de vote de contrôle de toute la firme immobilière de votre père. J'ai essuyé la dernière larme de mon visage. Ma famille biologique pensait pouvoir utiliser ma vulnérabilité physique pour me briser. Ils ne réalisaient pas qu'il venait de remettre une arme chargée au planificateur architectural le plus méticuleux qu'ils aient jamais rencontré. Thomas, dis-je, me penchant en arrière contre les oreillers. Ouvre ton ordinateur portable. Nous allons construire une cage pour mon père, et je veux m'assurer qu'il n'en sorte jamais. Pendant les 3 semaines suivantes, tout en faisant semblant de récupérer tranquillement à la maison, j'ai travaillé en silence radio total. J'ai refusé tous les appels de ma mère, ignoré les emails menaçants de Mason, et les ai laissés croire que leur tactique d'intimidation avait fonctionné. Je les ai laissés penser que j'étais terrifiée, isolée et soumise. Alors qu'à huis clos, Thomas et moi préparions une avalanche juridique qui les enterrerait vivants. Ma famille pensait qu'ils étaient des grands maîtres d'échecs, mais ils ont oublié qu'en tant qu'architecte d'intérieur, mon travail consiste à analyser
Les faiblesses structurelles et à tirer le bon pilier pour faire s'effondrer tout le bâtiment. Un mardi matin, exactement 4 semaines après mon cauchemar à l'hôpital, Thomas et moi sommes discrètement entrés dans les bureaux privés des cadres de Timber Trust. J'ai déposé l'acte de naissance certifié de Noah, mes dossiers médicaux de l'agression et l'acte de propriété original de mon grand-père sur la table en acajou. À midi, la transition légale était terminée. J'étais officiellement le fiduciaire gérant de la succession de 12 millions de dollars. Cela signifiait que je contrôlais désormais 51% des parts de vote de l'empire immobilier de Richard. Mon père et mon frère n'étaient plus mes patrons. Légalement, ils étaient mes employés, mais je n'allais pas me contenter de les licencier. Ce serait trop rapide, trop miséricordieux. Je voulais qu'ils sentent les murs se refermer, exactement comme je l'avais fait sur ce sol d'hôpital. Thomas a commencé un audit financier forensique des livres de l'entreprise, utilisant ma nouvelle autorité pour accéder à chaque compte caché. Ce que nous avons trouvé était une mine d'or de corruption. Au cours des 3 dernières années, croyant que Mason hériterait finalement de la richesse, Richard avait secrètement contracté d'énormes prêts commerciaux secondaires auprès de la Boston Merchant Bank. Pour garantir ces prêts, il avait falsifié la signature de mon défunt grand-père et utilisé la future valeur nette du fonds fiduciaire de 12 millions de dollars comme garantie. C'était une définition parfaite de fraude bancaire fédérale et de grands larcins. Ils avaient utilisé cet argent volé pour acheter à Mason un pantouse de luxe, financer les traitements de FIV ratés de 80 000 dollars de Harper et louer des Mercedes-Benz haut de gamme pour maintenir les apparences. Si nous portons cela directement à la police, a expliqué Chloé Thomas, en me montrant les fausses signatures bancaires, leurs avocats d'entreprise très bien payés feront traîner l'affaire devant les tribunaux pendant des années. Ils pourraient s'en sortir grâce à un vice de forme. Alors nous ne leur donnerons pas la chance de préparer une défense, ai-je répondu, ma voix aussi froide que la glace. Quand a lieu le gala annuel de l'immobilier de Boston? Jeudi prochain. A souri Thomas. Votre père doit recevoir le prix pour l'ensemble de sa carrière. Parfait, ai-je dit. Assurons-nous que ce soit une nuit qu'il n'oubliera jamais. J'ai secrètement utilisé le capital du fonds fiduciaire pour racheter le principal parrainage d'entreprise du gala, me donnant un contrôle absolu sur le calendrier des événements, les présentations multimédia et l'aménagement des places. J'ai ensuite personnellement contacté l'enquêteur principal de la division d'audit forensique fédéral et un journaliste d'investigation de renom du Boston Chronicle, qui essayait depuis des années d'exposer la fraude d'entreprises de la vieille garde. Je leur ai promis une place de choix au premier rang pour le plus grand coup de filet financier de la décennie. Pendant ce temps, j'ai maintenu ma façade soumise. J'ai envoyé un SMS à ma mère, Eleanor. Maman, je suis fatigué de me battre. J'ai décidé de signer la renonciation au trust. J'apporterai les documents au gala jeudi pour que nous puissions célébrer en famille. S'il te plaît, dis-le à papa. La réponse de ma mère est venue en moins de 2 minutes, dégoulinante d'une fausse affection. Oh, Chloé, ma chérie, j'ai toujours su que tu étais une bonne fille qui se souciait de la famille. Ton père est tellement content. Nous avons réservé des places de choix pour toi et Liam à la table d'honneur VIP. Ils étaient si aveuglés par leur cupidité, si arrogants dans leurs convictions qu'ils avaient réussi à intimider une jeune mère traumatisée qu'ils n'ont même pas pris la peine de vérifier le programme mis à jour du gala. Alors que Harper passait la semaine à se vanter sur les réseaux sociaux de la robe de créateur qu'elle avait achetée pour l'événement, et que Mason pratiquait son discours de victoire, Thomas et moi finalisions la présentation numérique, qui serait diffusée sur les écrans LED géants de la salle de bal. J'ai passé chaque nuit à regarder la cicatrice sur mon abdomen, ne ressentant plus de douleur, seulement le battement de cœur régulier et lourd d'une mère sur le point de protéger l'avenir de son enfant en détruisant les monstres qui avaient tenté de le lui arracher.
La grande salle de bal du Boston Marriott était époustouflante, remplie de centaines de l'élite immobilière de la Nouvelle-Angleterre, de politiciens de haut rang et de médias locaux. Ma famille était assise à la table VIP centrale, rayonnant pratiquement d'arrogance. Harper était paré de diamants, me narguant. Alors que Liam et moi prenions nos places. Mon père, Richard, se pencha et me chuchota, bon coup, Chloé. Remets la renonciation signée après mon discours, et nous oublierons que tu as jamais essayé de nous trahir. J'ai juste souri et hoché la tête. Bien sûr. Papa. Ce soir, tout est question d'exposition. 10 minutes plus tard, les lumières se sont tamisées. Le maître de cérémonie s'est dirigé vers le podium. Et maintenant, pour présenter le Lifetime Achievement Award à Richard, nous avons une présentation hommage spéciale produite par notre sponsor principal. Mon père s'est levé, ajustant sa veste de smoking, se prélassant sous les applaudissements nourris alors qu'il montait les marches menant à la scène principale. Il s'est tenu derrière le microphone doré, saluant la foule. Mais au lieu de sa vidéo d'entreprise mettant en lumière ses réalisations diffusées sur les immenses écrans LED de 9 mètres derrière lui, le système de sonorisation surround de toute la salle de bal a soudainement diffusé un son perçant et familier, un bébé qui pleure. C'était Noah. Avant que quiconque ne puisse le prendre pour un problème technique, ma voix résonnait dans les haut-parleurs, forte et cristalline. Cela appartient à mon fils. Noah est ce petit-fils. Je ne signerai pas ça. Puis vint la voix amplifiée de Richard, hurlant, résonnant auprès du public horrifié. Signez où? Nous prendrons le bébé ensuite. Eleanor, surveille la porte. La salle de bal est tombée dans un silence de mort, suffocant. Sur les écrans géants, au lieu de portfolios immobiliers, Thomas et moi avons projeté les photographies médicales haute résolution de mes agrafes chirurgicales déchirées. Suivi des rapports d'audit bancaire certifiés montrant les signatures falsifiées que Richard et Mason avaient utilisées pour voler des millions au trust forestier. Richard se figea sur scène, son visage devenant d'un blanc fantomatique et maladif sous les projecteurs. Il regarda notre table, les yeux écarquillés d'une terreur absolue. Mason se leva, renversant sa coupe de champagne, criant à la régie de tout arrêter, mais mon équipe de sécurité le bloqua. Pile au bon moment, 4 marshals fédéraux impeccablement vêtus et 2 policiers de Boston en uniforme descendirent l'allée principale de la salle de bal. Ils sont montés directement sur scène, interrompant la présentation. Devant les flashs des caméras de la presse locale, les marshals ont attrapé les bras de mon père et ont claqué de lourdes menottes en acier autour de ses poignets. Simultanément, 2 autres agents ont plaqué Mason contre la table VIP, lui forçant les mains derrière le dos alors qu'Harper hurlait d'horreur, essayant de cacher son visage aux caméras. Les conséquences juridiques furent totales et impitoyables. Pour éviter une peine de 15 ans de prison fédérale pour fraude bancaire et grand larcin, Richard fut contraint de liquider ses biens personnels, y compris leur historique manoir de Boston, afin de rembourser chaque centime volé au trust. Lui et ma mère, Eleanor, se retrouvèrent complètement ruinés. Ils vivent désormais dans un parc de caravanes exigu, subventionné par l'État, à la périphérie de l'État, survivant entièrement grâce aux bons alimentaires. Harper, incapable de gérer l'humiliation publique et la pauvreté soudaine, a demandé un divorce amer en un mois, emportant le peu qu'il restait à maçonner. Laissant mon frère fauché, sans abri et travaillant un quart de nuit au salaire minimum juste pour pouvoir se payer un minuscule studio. Quant à moi, je me tiens dans la chambre ensoleillée de notre nouvelle maison, regardant Liam bercer Noah pour l'endormir. Le fonds fiduciaire de 12 millions de dollars est en sécurité dans une succession protégée, entièrement nettoyée de la corruption de ma famille, attendant de financer l'avenir de mon fils. J'ai appris à la dure que le sang ne fait pas la famille. Mais en tenant la main de mon mari, je sais que mon fils grandira entouré d'un amour véritable, protégé
par une mère qui fera toujours tout ce qu'il faut pour que justice soit rendue. En repensant à tout ce que j'ai traversé dans cette chambre d'hôpital, j'ai réalisé que le sang ne fait que vous rendre apparenté. C'est la loyauté, l'amour et le respect qui font vraiment de vous une famille. Je ne voulais pas détruire les gens qui m'ont donné la vie. Mais quand ils ont menacé mon nouveau-né, mes instincts maternels ont pris le dessus et le karma a fait le reste. Maintenant, mon fils est en sécurité. La cupidité toxique a disparu et justice a enfin été rendue. Mais je veux vous entendre. Pensez-vous que j'ai bien fait d'exposer ma propre famille sur cette scène? Ou suis-je allé trop loin? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur ou de la force dans mon parcours aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche pour rejoindre notre communauté pour des histoires quotidiennes de justice.